Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge directement au cœur d'une crise absolument fascinante, mais aussi particulièrement complexe. On va décortiquer ensemble cette impasse militaire, politique et économique qui fige actuellement le Moyen-Orient. Gardez en tête qu'il y a énormément de choses en jeu ici, des dynamiques de pouvoir mondial, jusqu'à nos chaînes d'approvisionnement quotidiennes, en passant par des stratégies militaires totalement inédites. Alors, la question centrale, celle qui dicte absolument tout sur cet échiquier géopolitique, la voici. Qui contrôle véritablement le détroit d'Ormuz? En fait, c'est une bataille de narratifs monumentale. Chaque camp jure de détenir le contrôle absolu, ce qui, honnêtement, rend la situation d'autant plus explosive. 20 kilomètres, seulement 20 petits kilomètres. C'est quand même dingue de se dire que cette minuscule étendue d'eau, littéralement un goulot d'étranglement, prend aujourd'hui en otage la quasi-totalité de l'économie mondiale. C'est vraiment le paradoxe ultime de cette crise. Bon, pour démêler un peu tout ça, on va procéder étape par étape. On va voir l'escalade dans le détroit, la stratégie de guerre asymétrique, ce fameux piège pour Donald Trump, la quête presque désespérée de nouvelles routes, et enfin, l'impasse militaire totale dans laquelle on se trouve. Allez, on commence tout de suite par notre premier point, l'escalade dans le détroit, ou comment la tension militaire est montée en flash. Ce qui est vraiment frappant ici, c'est la vitesse à laquelle les choses ont dégénéré. On parle de seulement 48 heures. Au départ, une simple mission américaine d'escorte de navires marchands, le Project Freedom. Et puis boum, l'Iran réplique en frappant directement le territoire émirati. La réponse américaine, la destruction de petites embarcations iraniennes. D'une mission de routine, on est passé à un affrontement direct, en un clin d'œil. Et attention, on ne parle pas d'une petite réplique. Regardez ces chiffres. 2260 drones iraniens, 29 missiles de croisière, 549 missiles balistiques, tout ça dirigé vers les Émirats arabes unis et plus particulièrement le port de Fujairah. C'est énorme! En fait, ça nous montre à quel point les Émirats sont devenus la cible numéro 1 de Téhéran pour faire passer son message. Un message très clair en guise de représailles face aux liens étroits qu'entretiennent les Émirats avec les États-Unis et Israël. Ce qui nous amène à notre deuxième point. La guerre asymétrique iranienne. C'est littéralement un scénario de David contre Goliath en plein Golfe. Alors, l'idée principale ici, c'est que l'Iran sait très bien qu'il ne peut pas affronter les États-Unis de manière classique. Et c'est là qu'intervient la guerre asymétrique. En gros, quand un camp est militairement beaucoup plus faible, il va utiliser des tactiques non conventionnelles et jouer sur la géographie pour exploiter les faiblesses du plus fort. C'est la seule façon d'équilibrer un peu le terrain. Visuellement, le contraste est saisissant. D'un côté, on a la suprématie américaine totale, des destroyers ultramodernes, une maîtrise absolue des airs, une puissance de feu titanesque. Mais de l'autre, l'Iran utilise à son avantage les 350 km de côtes rocheuses pour dissimuler ses équipements. Il déploie ce qu'on appelle une flotte moustique, une multitude de petits bateaux hyper rapides, parfaits pour créer un chaos économique ciblé. C'est une force high-tech défiée par un adversaire parfaitement ancré dans son environnement. Passons maintenant au troisième aspect de ce décryptage, le piège politique pour Donald Trump et la guerre des narratifs. Dans cette fameuse bataille de communication, on a d'abord l'administration Trump. Le message est offensif, conçu pour rassurer à la maison et dissuader l'adversaire. Comme le dit Pete Hegseth, toute attaque exposera ses auteurs à une puissance de feu américaine dévastatrice. L'idée, c'est de montrer les muscles et de tracer une ligne rouge très claire. Mais de l'autre côté, le discours iranien est diamétralement opposé. Pour eux, il n'est absolument pas question d'agression. Le régime dénonce les demandes excessives des Américains et présente ses propres actions comme de la pure légitime défense. Ils estiment réagir face à l'abandon d'un accord nucléaire et à des sanctions économiques qu'ils jugent asphyxiantes. Bref, deux réalités qui s'affrontent complètement. Et c'est là que le piège se referme côté américain. Malgré ces grands discours martiaux, savez-vous que seulement 27% des Américains pensent qu'une intervention militaire en Iran en vaut vraiment la peine? C'est très peu. Et pour cause, à l'intérieur du pays, le prix de l'essence a littéralement explosé de 50%. L'opinion publique n'est donc vraiment pas prête à s'embarquer dans un nouveau conflit. Ce qui pousse logiquement tout le monde vers notre quatrième point, la quête effrénée de nouvelles routes pétrolières. Alors, quelles sont les alternatives au détroit d'Ormuz? Eh bien, la réalité est plutôt brutale. Faire passer le pétrole par camion de l'Irak vers la Syrie, c'est incroyablement lent et inefficace. Construire de nouveaux pipelines géants en Arabie Saoudite, ça demanderait des investissements pharaoniques. Même les oléoducs qui existent déjà aux Émirats plafonnent à 8 millions de barils par jour. Pour vous donner une idée, toutes ces alternatives réunies offrent une capacité 3 fois inférieure à celle d'Ormuz. Autant dire que ça ne résout pas le problème. Mais attendez, voici peut-être le paradoxe le plus fascinant de toute cette histoire. Pendant que le monde entier s'inquiète pour son approvisionnement et que le commerce maritime souffre, devinez qui en profite? Les États-Unis. Et oui, en pleine crise, leurs propres exportations de pétrole brut ont grimpé en flèche de 60%, passant de 4 à 6,4 millions de barils par jour. C'est une aubaine économique majeure pour eux au milieu du chaos. Nous voici arrivés à notre cinquième et dernier point,
l'impasse militaire et politique globale. Du côté iranien, on ne va pas se mentir, le coup est dévastateur. La stratégie d'étouffement économique fait des ravages à l'intérieur du pays. On parle d'1 million d'emplois perdus, de coupures d'Internet massives pour contrôler l'information et d'une crise économique absolument sans précédent à cause des sanctions. Le but affiché étant d'assécher le financement des gardiens de la révolution, mais c'est bien la population civile qui subit de plein fouet. En parallèle, les Émirats arabes unis se retrouvent dans une position particulièrement inconfortable. Ils ont bâti toute leur réputation et leur immense richesse sur l'idée qu'ils sont un havre de paix hyper stable pour les affaires internationaux, avec 90% d'étrangers sur leur sol. Mais comment maintenir cette image quand la région entière s'enflamme ? Du coup, ils sont obligés de s'appuyer massivement sur le dôme de fer d'Israël et sur l'armée française, tout en quittant l'OPEP pour marquer leur indépendance. C'est un vrai numéro d'équilibriste. Tout ça nous amène à une situation que les experts qualifient de pâte. Si on joue aux échecs, on sait exactement ce que ça veut dire, c'est un blocage total. Concrètement, les Américains ne peuvent pas déclencher une guerre ouverte sans risquer des pertes désastreuses, et les Iraniens sont beaucoup trop dos au mur économiquement pour oser capituler. Aucun des deux camps ne peut faire de mouvement décisif. On se retrouve donc avec cette balance extrêmement précaire. La réalité militaire, c'est qu'une victoire totale de l'un ou de l'autre est impossible sans un bain de sang catastrophique. Et face à ça, la réalité économique est tout aussi inflexible. Notre chaîne d'approvisionnement mondiale, si fragile, ne survivrait tout simplement pas à un blocus maritime prolongé de ce détroit. Ce qui nous laisse avec cette question essentielle.